Nous accueillons maintenant Monsieur Dominique de Buman. Il est domicilié à Fribourg, ville dont il a été le syndic. Il est ancien député au Grand Conseil. Actuellement, il est conseiller national depuis 2003 et il devrait accéder à la présidence du Conseil national d'ici quelques semaines. Donc, nous accueillons ce soir celui qui sera bientôt le premier citoyen de notre pays. Dominique de Buman préside une multitude d'associations. J'en cite juste deux qui nous sont sympathiques à Fribourg. Il a été président de la course Mora-Fribourg et il a été président de l'association des Amis d'Autrive. Sur son site internet, il parle de Nicolas de Flue, dont il va nous parler maintenant, et je me permets juste de citer une phrase. Nicolas de Flue n'est pas seulement le protecteur de la Suisse, il est le porteur de l'ADN de son identité nationale, une et fédéraliste. Dominique de Buman, bienvenue à Prier témoigner. Voilà, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je ne vois pas de visage, mais j'entends des souffles. Et c'est un immense plaisir pour moi d'être présent à Prier et témoigner, qui fait partie de l'ADN de Fribourg, parce qu'il y a de très nombreuses années que des jeunes se réunissent ici, en liberté, ça n'est pas possible dans le monde entier, pour réfléchir à leur destin, à leur âme, à ce qu'ils ont envie de faire, à ce qu'ils ont envie d'adorer. C'est donc dans ce sens-là que Fribourg reste fidèle à ce qu'elle a été depuis de très nombreux siècles, et je me réjouis que dans ce sens-là, elle soit très conservatrice de ses valeurs. Ce Prier et témoigner est placé sous le thème de l'unité des chrétiens. Alors, on sait qu'il y a de nombreuses démarches qui ont été accomplies pour cette unité, et c'est un but très difficile à atteindre. Mais l'unité, elle est non seulement nécessaire, elle est indispensable. Puis vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'on peut vivre comme ça. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi une raison. C'est parce que Dieu est la vérité. Puis vous allez me dire, mais pourquoi? Encore et toujours, ce n'est pas encore une preuve. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux vérités. Celui qui affirme qu'il y a deux vérités, c'est le diable, qui d'ailleurs étymologiquement veut dire celui qui divise. C'est faire croire que celui qui semble avoir raison est concurrencé par un autre. Vous le sentez au fond de vous, quand vous avez une conviction très forte, une joie intérieure, qui n'a pas forcément le nom de la religion. Vous avez une joie au fond de vous. Vous n'avez pas des sentiments contradictoires. Et c'est pour ça que l'unité est un but indispensable dans notre existence. Alors l'unité ne veut pas dire qu'on exclut la diversité. Et vous allez voir comment je vais arriver après à Nicolas de Flue et aussi à mon engagement politique. Mais la diversité, elle existe dans le cadre d'une échelle de valeurs. On n'ose plus en parler aujourd'hui. Oui, il y a une sorte de hiérarchie des valeurs. Il y a des choses plus ou moins importantes. Et ces diversités sont subordonnées à l'unité. C'est-à-dire que nous sommes déjà tous différents, chacune, chacun d'entre vous. Il n'y en a pas deux qui sont les mêmes, mais idéalement, vous avez tous ce même objectif qui est le bonheur. C'est bien la preuve que l'unité n'exclut pas la diversité, mais les diversités, encore une fois, dépendent et sont en quelque sorte subordonnées à cette unité. Alors en politique, dont je m'occupe un petit peu, cette unité peut prendre, dans le cas de la Suisse, la forme de l'État central. Et la diversité, celle du fédéralisme. Ça semble bien théorique tout ce que je vous raconte là.
Si on parle de la communauté, de la société humaine, en dehors de toute organisation politique, l'unité, ça pourrait s'appeler le bien commun. Et la diversité, précisément les différents avis, les expressions culturelles ou des intérêts différents. On n'a pas tous les mêmes passions, on n'a pas tous la même formation professionnelle. Encore une fois, dans notre existence individuelle, nous sommes très différents. Mais comme on sait qu'on doit vivre en société, à un moment donné, il faut nous organiser pour nous respecter, pour éviter la jungle et l'anarchie. Et à ce moment-là, il y a cette notion du bien commun. Donc vous le voyez, on peut avoir un pays qui est organisé en État central, mais qui respecte ses cantons, ses sensibilités, ses langues, ses religions. J'en viens bien sûr à Nicolas de Flue. Ce qui a toujours été pour moi très fort dans l'image, dans l'héritage de ce personnage dont nous fêtons cette année le 600e anniversaire de la naissance et qui est à la base, comme vous le savez, de l'entrée de Fribourg et de Soleure dans la Confédération en 1481. Ce qu'il y a de fort donc dans son témoignage vivant, dans son modèle, c'est cette aptitude à faire comprendre aux acteurs politiques de l'époque qu'il faut faire des concessions, qu'il faut renoncer à une partie, je dirais, de leur tripes, de leurs envies primaires. Tout ça, qui sont l'expression, tous ces avis différents, qui sont l'expression, encore une fois, de la diversité, au profit de ce qui était à l'époque une alliance, l'alliance des confédérés, symbole d'unité, mais une unité fondée sur des valeurs communes et non pas sur des compromissions. En d'autres termes, Nicolas de Flue, il a dit à l'époque à tous ces anciens confédérés, mais faites un pas les uns vers les autres. Ça vaut la peine de renoncer un petit peu, parce que ensemble, vous avez des valeurs communes qui étaient ces valeurs de liberté, liberté des vallées, de démocratie directe telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'indépendance, et pourquoi ne pas le dire, ces valeurs de foi qui s'exprimaient déjà par le drapeau suisse, qui, ne l'oublions pas, est le seul pays, le seul drapeau à avoir la croix sur sa bannière dans le monde entier. Donc pour ceux qui voudraient gommer ce passé, je leur souhaite bonne chance. Ils n'y arriveront pas. Alors Nicolas de Flue, et je reviens au thème de prier et témoigner, l'unité des chrétiens, c'est que Nicolas de Flue a réussi, à l'époque, à faire régner la paix en 1481. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a posé un germe qui a été bien au-delà de l'admission de Fribourg et de Soleure. Parce qu'en 1515, 30 ans après, le germe n'avait pas encore donné tous ses fruits, les Suisses étaient encore divisés entre camps militaires différents, et à Marignan, on s'est retrouvés des deux côtés de la bataille, et comme il y a eu, bien sûr, des gagnants et des perdants, tout d'un coup, les Suisses se sont dit, mais ça va, on ne va pas continuer à se battre les uns contre les autres pour des questions d'argent, parce que ces mercenaires étaient rémunérés, et pas au service de ces valeurs communes qu'avait précisément développé Nicolas de Flue. Et c'est ce qui explique, si on prend une histoire simple, c'est que Nicolas de Flue a réussi à poser la première pierre de la neutralité, puisqu'on sait que c'est après Marignan que les Suisses ont dit on ne touche plus à ça, on ne va plus participer à des conflits. Et cette œuvre est l'expression et la concrétisation de cette célèbre citation de Nicolas de Flue que vous retrouvez sur un des vitraux de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, à droite en entrant. Je cite, « La paix est en Dieu parce que Dieu est la paix. » Et cette paix qu'il avait obtenue, qui s'est développée maintenant pendant des siècles, puisque nous n'avons plus eu de guerre, contrairement à tous les pays voisins d'Europe,
Cette paix était fondée sur le respect des uns et des autres. Cette unité était fondée sur la diversité dans le respect. Et pourquoi est-ce qu'il y avait cette paix et cette tranquillité, cette sérénité? Parce qu'il y avait une certaine justice. Vous n'avez pas de paix sans justice. Vous ne pouvez pas artificiellement dire aux gens « soyez heureux » et l'imposer. Et c'est pour ça qu'un ordre de valeurs, un ordre de redistribution est indispensable dans une société qui se veut durablement sous le signe de la paix. Cette justice, en l'occurrence, elle n'est pas divine, elle est politique, elle est établie par les hommes et par les femmes qui dirigent notre démocratie, mais elle a quand même fait ses preuves et elle mérite d'être soignée. Aujourd'hui, si on prend l'engagement politique, et j'espère surtout que dans cet auditoire, il y aura aussi des vocations de prêtres et de sœurs, mais qu'il y aura aussi des vocations de politiciennes et de politiciens au service de la communauté. Et ils auront à leur service des instruments qui s'appellent la démocratie directe, le système d'élection proportionnelle, le fédéralisme, et puis après les principes qu'on a en droit administratif qui sont la proportionnalité, la subsidiarité, la solidarité. Il y a une boîte à outils. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la boîte à outils, mais cette boîte à outils, elle est en vigueur dans nos cantons, au niveau de la Suisse, et elle nous permet de vivre ensemble, malgré, encore une fois, je le répète, toutes nos différences. Alors ces instruments signifient tous le partage du pouvoir. Et j'insiste, moi qui fais de la politique depuis plus de 30 ans, dans notre ville, dans notre canton, dans notre pays, il y a dans notre système tout un mécanisme de partage du pouvoir, de limitation du pouvoir dans le temps, ce qui est encore autre chose. En d'autres termes, on a mis des fusibles, on a mis des instruments en place pour éviter cette tentation humaine de s'accrocher au pouvoir. Parce que le pouvoir, il est comme quand vous êtes sous les feux de la rampe, vous avez envie de vous y accrocher, en allemand on appelle ça Sesselkleber, vous vous accrochez à votre siège, et dès que vous vous accrochez, comme dans la poêle, quand vous n'avez pas le téflon, quand on s'accroche à la poêle, eh bien c'est dangereux, parce que vous pensez à votre nombril, vous pensez à votre intérêt, à votre ego, et plus forcément à l'intérêt de la société. Nicolas de Flue, il a marqué nos institutions dans ce sens-là. C'est lui qui s'est rendu compte qu'il y avait des Suisses allemands et des Suisses romands, qu'il y avait des gens des villes et des cantons. Mais ce qu'il y a de génial dans son enseignement pour la Suisse, indépendamment du fait qu'il soit saint ou pas, parce que souvent en Suisse allemande on parle de Bruder Klaus, de frère Nicolas, c'est qu'il a été un modèle pour notre pays au XVe siècle, avant la Réforme. Avant la Réforme. Et dans ce sens, il est le patron de toute la Suisse, parce que dans sa typologie, quand vous connaissez sa figure, il exprime cette ascèse, cette simplicité, ce renoncement pas seulement à la nourriture de ce monde, mais à la richesse, au paraître, à la gloire. Lui qui avait été pourtant aussi politique, juge, paysan, il avait exercé de nombreuses fonctions dans sa Suisse centrale, il était respecté, il faisait partie d'une famille en vue, et il a renoncé, il s'est dépouillé de tous les attraits de la vie pour prier, pour adorer et pour se dire « Mon Dieu attire sur mon pays la paix, la compréhension et l'entente ». Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'il peut être, dans ce sens, un modèle pour les catholiques, mais aussi pour les réformés qui fêtent cette année leurs 500 ans, comme vous le savez. On a fêté paradoxalement, et c'est formidable, 600 ans de la naissance de Nicolas de Flue, 500 ans de la Réforme. Et c'est ce qui fait qu'il est le patron de toute la Suisse. C'est pour cette raison-là que depuis des dizaines d'années, je l'ai choisi un peu comme mon modèle politique, mon inspirateur. C'est aussi pour ça qu'il est dans le hall du Palais fédéral. C'est aussi pour ça qu'on l'honore dans toutes les parties de notre pays, y compris au Tessin. Et j'espère qu'il garantira à notre pays
non seulement la paix que nous vivons, qui est une sorte de paix perpétuelle telle qu'elle a été signée avec la France en 1516, mais cette paix qui est basée sur les valeurs, sur les convictions, sur la joie de vivre et qui inspirera de nouvelles vocations en politique. Si Dieu peut continuer de gouverner notre pays par l'intermédiaire de celles et ceux qui se sont incarnés pour transmettre ces valeurs, alors nous aurons justifié notre espérance. Bonne journée.